Anita Ojayem, vous avez fait paraître 2 livres, un en anglais et l'autre en français. The Return Journey et Le voyage d'une vie. C'est de la littérature de voyage. Vous aimez voyager et en parler. Eh bien, voyager, c'est un plaisir. Comme j'ai dit dans le livre, voyager, c'est un triple plaisir. On commence à se préparer et on part en voyage. Et en retour, on se remémore tout ce qu'on a fait. À ce moment-là, si on écrit, c'est le 4e chapitre qui s'écrit dans le plaisir. Voilà. Et j'aime bien voyager pour voir le monde. Et ce n'est pas une coïncidence que mes 2 livres ont presque le même titre, Le voyage d'une vie et The Return Journey. Le jour du lancement, ça a créé un peu de confusion, car les gens me demandaient est-ce que c'est le même livre qui a été traduit. Voilà. Je dis non, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas une traduction. Même des gens qui avaient déjà regardé le livre aussi disent pourquoi les deux ont presque le même titre. Je dirais, ce n'est pas le même titre. Un est en français, un est en anglais. Et The Return Journey, c'est quelque chose d'autre. L'histoire, le plot, c'est quelque chose totalement d'autre. Mais le voyage d'une vie, c'est un récit poétique de mon entrée pour la première fois à Agalega. Le voyage d'une vie, un ensemble de poèmes, est en fait un récit de voyage vers Agalega. Bien que cette île soit merveilleuse, vous n'en présentez pas une image idyllique, comme on le fait souvent pour Diego Garcia ou l'île Maurice. Parce qu'il y a toujours le côté négatif et le côté positif. Je ne me suis pas concentrée que sur le côté positif, bien que l'île est merveilleuse. J'étais, comme si je peux dire, au début très réticente à y pénétrer, mais quand même, après ça, j'étais envoûtée. Voilà. Et j'étais tellement contente d'être là-bas, d'être avec ces gens simples, dans la vie simple, dans la nature, une nature sauvage, on peut dire. Et il n'y a pas de lieu plus propice pour un poète, pour un écrivain. Mais il y a aussi le côté négatif, c'est-à-dire le paradis, oui, mais un peu le paradis perdu, un peu le paradis qui n'existe pas, un peu le paradis que les gens pensent que c'est un peu utopique. Mais moi, je ne suis pas partie du côté utopique, je suis venue voir la réalité. Et la réalité, c'était autre chose. La traversée a été merveilleuse avec le Mauritius Pride, et surtout qu'il n'y a pas de jeté. Il y a quelque chose de très primitif qui vous attend là-bas. À ce moment-là, quand on descend sur les rails, sur les cordes, et on saute dans le petit bateau qui va vous emmener à terre, ça c'est quelque chose de folklorique et quelque chose de spécial que beaucoup de gens n'ont pas la chance de le faire. Mais on l'a fait, on a été émerveillés. Finalement, vous entrez dans l'île est tranquille, il n'y a pas de bruit, mais il y avait le resident manager qui m'a fait faire le tour, qui était extrêmement bien informé à propos de l'histoire d'Agalega. Après, dans l'après-midi, quand on marchait de long en large, l'île du Nord, l'île du Sud, c'était féerique. Je peux vous dire que les gens restent tranquilles dans leur petit coin parce qu'il n'y a pas assez d'activité aussi. On ne prévoit rien pour eux afin qu'ils puissent sortir de ce trou, sortir de l'ignorance et venir vers le progrès. The Return Journey raconte un voyage vers l'Inde d'où sont originaires 2 personnages. Ils prennent un one-way ticket et ils reviennent finalement à Maurice. C'est ça le mystère, je peux dire, du Return Journey, du titre de mon livre. The Return Journey, c'est l'histoire d'un couple qui va partir en Inde retrouver ses racines.
parce que le petit bonhomme, il pense qu'il appartient à l'Inde. Il est totalement, c'est ça son motherland. Il croit que l'île Maurice, c'est son fatherland. Il n'accepte pas le fatherland. Il veut partir là-bas. Alors, il vend tout ce qu'il a, il fait ses adieux à sa famille, à tout et tout, et il part avec un one-way ticket. Un one-way ticket qui va lui coûter cher, parce qu'arrivant là-bas, c'est une great disappointment. Voilà. Moi, je voulais apporter cette phrase que the grass is not greener elsewhere. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, je pense à la petite chèvre de M. Seguin qui va gambader sur la montagne, mais il y a toujours le loup qui l'attend, le loup qui va le dévorer. J'ai raconté l'histoire de ce couple qui part en Inde, qui n'est pas encore entré à destination dans le village où ils devaient partir, devaient vivre le reste de leur vie, quand ils entendent que Delhi, c'est presque la capitale du viol, où il y a des viols presque chaque heure, pour ne pas dire chaque minute, parce que c'est une population extrêmement grande. À ce moment-là, il y en a tellement de cas que le personnage de mon livre est traumatisé. Et puis, j'ai raconté l'histoire à l'époque quand il y avait cette jeune fille qui s'était fait violer par 6 ou 7 hommes dans un bus et finalement, elle est morte de ses blessures. Voilà. Cela a traumatisé le personnage et il tente de revenir. Le livre relate un peu, comment dirais-je, un peu le côté fanatique du personnage qui se croit plus indien que mauricien. Alors, il est plus royaliste que le roi, mais quand il arrive là-bas, il voit tout le contraire. Mais quand même, il a bien aimé à travers ses voyages, ses périples qu'il a eus, qu'il a encourus, et il retourne vers l'île Maurice juste à la dernière minute, mais il n'accepte pas qu'il a tort. Il n'accepte pas qu'il avait tort de prendre un one-way ticket pour partir. Anita Ojayeb, vous êtes la présidente du President's Fund for Creative Writing depuis plusieurs années. Quelles sont les réformes à faire pour que ce fonds soit plus utile aux écrivains? Pourquoi seulement des livres de fiction et pourquoi autant de mois, parfois 2 ans, comme l'a dit Ramesh Ramdeyal, entre l'acceptation du manuscrit et sa publication? Ce que je peux vous dire, qu'il y a certains auteurs qui ont été avec nous au President's Fund, qui ont donné une image un peu négative du President's Fund. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas pris en considération que quand il y avait le livre de M. Ramesh Ramdeyal, que je cite, que je connais très bien aussi, et que je sais qu'il a été un peu en colère contre le President's Fund à ce moment-là, et parce que son livre a pris 2 ans. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'on n'a pas travaillé pendant 9 mois. Pendant ces 2 ans-là, pendant 9 mois, on n'a pas travaillé parce qu'il y avait un reshufflement, il y avait du côté, comment dirais-je, du côté administratif, tout avait changé à ce moment-là, c'était statu quo, on est resté là à ne rien faire pendant 9 mois. Mais quand on a repris le livre de M. Ramdeyal en premier, mais après ça, j'ai eu beaucoup de manuscrits, mais je vise un peu plus la qualité que la quantité. Ce que je voudrais faire ressortir aussi, que ça prend du temps pour faire un livre. Je ne peux pas faire publier un livre avec des choses qu'on ne veut pas lire, qu'on n'aura pas de readers, qu'on n'aura pas de... Déjà, la lecture, vous savez comment c'est à Maurice. À ce moment-là, si on ne mise pas sur la qualité, ce sera une catastrophe. Depuis que je suis présidente du President's Fund for Creative Writing, je vais vous dire que je suis pour cet amendement. Je suis là pour cet amendement que j'ai parlé même au directeur, au ministre, dans les réunions,
qu'on doit amender l'acte. L'acte date de 2010 et on me dit que je dois accepter, d'après l'acte, que je dois accepter que la fiction. À ce moment-là, mais il y a plein de gens qui viennent vers moi, qui viennent vers nous avec de jolis travaux non-fiction. Mais je ne peux pas prendre. Mais ça prend du temps. D'amender un acte, ça prend du temps, mais on est sur la bonne voie. On va échanger. Sylvestre Lebon, quand et comment avez-vous écrit ce roman, Le rapport du ciel triste, paru aux éditions Assiel? La genèse du roman, elle remonte à 6 ans et demi. Je me trouvais alors en Allemagne où jouait un film chez les familles divisées, séparées, en raison, durant la période 39 à 45. Et les membres de ces familles, ils se revoyaient après 30 ans, presque un demi-siècle. Et vous imaginez les retrouvailles, se revoir, les enfants revoyaient leur mère, les pères revoyaient leurs enfants. Et à ce moment-là, chez moi, sans avoir travaillé, je me suis dit, si un membre, s'il s'agissait d'un Mauricien, qui revoyait sa maman en Allemagne, ou, enfin, ça a commencé chez moi à travailler. Et je me suis dit, je vais imaginer un Mauricien. Et voilà, j'ai essayé de transposer ça à Maurice. Vous dédiez ce roman à une vieille tante résistante et romancière. Parlez-nous un peu d'elle. Au fait, elle fut dans la résistance, dans les FFL, Force française libre, et ensuite elle a été agent du service secret, et elle a eu des missions assez sérieuses. Et je voulais, au fait, nous devions nous voir, je me trouvais en France il y a 6 ans et demi, mais malheureusement la rencontre n'a jamais eu lieu. Et elle est morte après avoir que j'ai fini le roman. Finalement, j'ai voulu lui rendre hommage avec le roman. Votre livre relève, comme on dit, de la fiction autobiographique ou de l'autofiction. Comment avez-vous fait la transition du monde réel au monde de la fiction? Votre tante devient un personnage clé du roman. Au fait, il y a un jeu incessant dans le roman, il y a un jeu incessant entre le réel et la fiction. Le réel, il y a un miroitement. Le réel, il jette une lumière nouvelle sur la fiction. Le réel, il ne dit jamais les choses réellement. Les motifs, ils sont souvent dissimulés, le réel. Alors, la fiction, elle appréhende mieux le réel, elle permet de mieux cerner le réel, et finalement, la fiction, elle parvient à mieux dire les choses. Et concernant cette vieille tante, les événements relatifs à elle dans le roman, les événements ne sont pas forcément vrais. Je préfère laisser le lecteur
faire la part des choses entre, ouais, voilà, entre le réel et la fiction. Une indication sur ce beau titre, Le rapport du ciel triste. Souvent, quand il y a un malheur, on lève les yeux au ciel. Il n'y a pas forcément les bonnes choses nous venant du ciel. Le ciel triste, c'est une métaphore de la période sombre de 1939 à 1945, où il y a eu tellement de malheurs, de massacres, de tueries. Et c'est aussi un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, faire le roman. On a une exigence morale. Ça veut dire raconter, dire et faire en sorte que les malheurs qui ont eu lieu, ils ne se reproduisent jamais. La photo sur la couverture, elle illustre le camp de Buchenwald en Allemagne. Au fond, il y a le ciel, il y a effectivement un ciel triste et ça résume aussi l'œuvre, le roman. Celui qui m'habite. Je croyais que son image m'avait joué un tour. Je rouvris les yeux, espérant chasser dans le contre-jour filtrant, à travers les persiennes, cette présence intruse et muette, comme une menace sans nom et sans forme. Mais elle était là, bien là, ses traits aux prises avec l'ombre que déroulait la nuit tombante. Ses traits qui crevaient l'écran, rongeaient tranquillement les contours de la pénombre. Et dans le cadre en frise, il s'imposait ainsi à chaque crépuscule, impassible, sûr, me retirant d'un cauchemar pour m'en infliger un autre. Zahira Mouti, why this book, Women Artists Around the World, published in the context of the International Women's Day 219? Well, Artists Around the World is the first edition of one of our projects, which is on its third edition, Art Connect Women Around the World. We've been organizing this initiative in the context to celebrate the International Women's Day every March in Dubai. Every year we bring women artists from around the world because we felt there was a need to women artists to connect, and as well we need a voice for women artists. So here comes the idea to launch the first edition of Women Artists Around the World. And this year we had 89 women artists from 89 different countries. The main objective of this initiative is to bring women artists together from different parts of the world. This year we brought artists coming from Asia, Europe, Africa, Middle East, America and Oceania. We've got artists traveling from different parts of the world to come to Dubai. Some artists even travel for 32 hours. To tell you that people, women artists, they are passionate about what they are doing, and there is a need for them to connect and to be together. Could you present the 89 women artists coming from so many countries? How did you manage to connect them in this book? We launched a call for artists, and this year we received around 400 applications. So there was a great campaign that has been done. People talk about it. People are excited to be part of this initiative. Especially we've got a lot of response from the African women artists. The idea is to bring them together. So we have a panel of curators who has selected the artists. Our objective is to have one women artist representing one country. So we are growing. We started, our first edition was with 20 women artists from 20 different countries. So we've been growing for the past 2 years. And as I mentioned today, we have 89 women artists. So next year, Art Connect Women, we're targeting to reach out 100 women artists from 100 different countries. Zahira, is there a feminine painting, a feminine aesthetics? I see that many paintings in this book could have been presented by male artists. As in literature, are we not first a writer before being a male or female writer
a writer from such country, such color, or such ethnic group. Absolutely. I think it's a very strong point that you highlight, and I believe that above and after all, we are an artist. And then we're male or female, we are from this community, this culture, this religion, this part of the world. So all artists, they speak for themselves. I think art is a universal language that connects people, and I strongly believe that through art we express our emotions, our feeling, our upbringing with the influence that we have. And I think that it's important for artists to paint what they feel rather than to make someone please, or of course sometimes we get to commission artworks which we need to make the client satisfied, but for me as an artist I paint to make myself feel happy, and when I have my piece in front of me, so I feel connected, I feel happy, I have this bounce of energy that boost my self-esteem, self-motivation. I think also it's important to highlight that women artwork are viewed with a lesser value compared to male artwork. So this is another thing that we want to bring, we want to voice out and to showcase women artists from around the world. I mean, we have same feelings, same philosophy. It's just a matter of how you position yourself. Zaira, you are the director of the arts that organized recently the Mauritius International Art Fair at the Coda Art Center. What is the outcome of this fair? How many visitors? How many paintings sold? For, as you said, one of the objectives is to earn money. We recently concluded with the first Mauritius International Art Fair, which was held from 8 to 11 August at the Coda Art Center, where we brought 40 countries, 120 artists, and our islanders pavilion. We had Mauritius, Seychelles, Madagascar, Rodrigue and Réunion Island participated, and we exhibited around 155 artworks from various mediums, paintings, sculptures, art installation, and it was a 4 full-day packed event at the Coda Art Center. It was unbelievable to say that the response that we received from the Mauritian community was amazing. I was impressed about the quality of the response of the public. We have over 2,000 visitors during the weekend at the Coda Art Center. We had sold approximately 12 artworks within the next 2 days of the fair, which is amounting to a value of over 300,000 rupees. And I think it's a great initiative. People were very happy. The artists confirmed that they will be back for MIAF 2020. So it was a unique experience and it was a great success. And I seized this opportunity to launch the Mauritius International Art Fair, the MIAF 2020, which will be held next year from 3rd to 8th of August 2020.